Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. On est de retour au lundi des entrevues avec deux invités très spéciaux cette semaine. Tout d'abord, on va recevoir Jonathan Bernier, journaliste sur le beat du Canadien au Journal de Montréal. Et en deuxième partie, on va être avec Guillaume Lefrançois qui occupe les mêmes fonctions mais à la presse. Donc Jonathan Bernier nous envoie sa demande rapidement. Compris. Sans aucune embûche, il nous rejoint très rapidement alors que c'est en train de loader. Salut Joe! Salut Matt, ça va? Toi? Ouais, mon téléphone est-tu du bon côté ou Ouais, l'affaire avec Instagram, c'est que ça s'adapte pas. Ouais. Mais t'es pas le premier. Écoute, il n'y a pas de stress, les gens sont pas familiers avec les maudits live Instagram. Fait que je te dirais que même mes collaborateurs ont déjà été une semaine du mauvais bord. Fait que garde, il y a place à l'adaptation. Okay. On était habitué avec la télévision à l'horizontale, fait que c'est pas... Habituellement, vous êtes de même. Ouais. Je comprends. Et là, je vois le commentaire de ton fils, Jérémy, qui dit « Ah ben, baptême! » Écoute, pas le choix de le saluer puis d'y aller de la petite histoire en commençant. Avant de te présenter, Jonathan, je veux juste conter une histoire que je trouve qui est remarquable. C'est-à-dire que tu es journaliste au Journal de Montréal depuis plusieurs années et tu es venu à la journée carrière à mon école secondaire. Il y a de ça quand même 5-6 ans, un petit bout. Et puis, tu nous avais raconté les dessous de ton métier, des moments que tu avais beaucoup aimés. Puis tu m'as mis en contact avec Guillaume Lefrançois, qui est mon prochain invité, avec qui j'ai pu faire un très beau stage. Et l'histoire aurait pu se terminer là, tout simplement. Mais dans mon choix pour le cégep, bien, ton garçon avait des intentions qui ont croisé les miennes. On était même au même étage des résidences, puis on s'est recroisés alors que tu étais en train de déménager de Jay, avec qui j'ai étudié 3 ans, qui a été dans ma classe. C'est fascinant. Le monde est petit, comme on dit. Ben, tout à fait. Puis écoute, c'est quand même incroyable à quel point c'était pas prédestiné à ce que ça arrive. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui indiquait que tout ça allait se produire. Puis c'est quand même quelque chose qui est drôle. Donc, c'est cool de voir ton gars qui a commenté rapidement. Salut à toi, Jérémy, en espérant que tu vas être avec nous pour l'entrevue. On commence sur toi maintenant, Jonathan. Je veux que tu me parles de ta passion pour le hockey. Ça vient de où? Ben, ça vient de mon plus jeune âge. Écoute, je me souviens même pas à quel moment. En fait, je me souviens de la première Coupe Stanley à laquelle j'assistais à la télévision. C'est la première des Oilers en 84. Donc, j'avais 5 ans. C'est sûr que c'était un peu flou, mais écoute, je me souviens que j'allais souvent... pendant les matchs de la Coupe Stanley, même si c'était pas la finale de la Coupe Stanley, il y avait toujours une espèce de Coupe Stanley qui tournait dans l'écran. Puis je demandais tout le temps à mon père, hey papa, si tu vas soir la Coupe Stanley, si tu vas soir la Coupe Stanley, j'avais comme vraiment hâte de voir la Coupe Stanley. Puis à chaque soir, il me disait non, c'est pas un soir, c'est pas un soir. Puis à un moment donné, ça a été le fameux soir. Puis j'ai pu veiller un petit peu plus tard pour voir la Coupe Stanley. Donc la passion part un peu de là. Puis par la suite, évidemment, j'ai joué au hockey un peu comme tous les petits Québécois, les petits Canadiens de toutes les générations, dans le fond. J'ai joué Midget 3, Junior 3A, après ça, collégial, un petit peu senior avant de officiellement accrocher mes patins. Puis la passion du hockey a toujours resté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais ce métier-là aussi, là, pour rester proche de cette passion-là. Puis tu es maintenant journaliste sportif, justement, pour faire un lien avec ce que tu as dit en terminant. Pour garder cette passion-là active, explique-moi comment tu as fait le lien entre les deux, parce que ce que j'ai lu dans une petite biographie, ta biographie d'auteur sur le site des Éditions de l'Homme, dit que tu rêvais d'atteindre la LNH, puis il y a un moment où la réalité t'a frappé, puis tu t'es dit, bon, j'aimerais ça l'atteindre, mais d'une autre manière. Comment ça s'est passé? Ben écoute, quand j'étais jeune, je faisais toujours souvent des petits scrapbooks.
avec les photos du Journal de Montréal. Je me rappelle, entre autres, d'une année où j'avais suivi, en fait, c'est 89, l'année où le Canadien a perdu en finale de la Coupe Stanley, où j'avais suivi le Canadien pendant toutes les séries en découpant les photos le lendemain matin, puis on me faisait un petit scrapbook, puis là, dans le fond, j'écrivais des bas de vignettes avec avec le score des matchs. Puis, ben, c'est ça. Puis, tout ça jumelé au fait que j'aimais ça aussi dans ses comptes, la télésérie. J'adorais le personnage de Lulu, de Lucien Boivin. Son métier me passionnait aussi. Puis, je voyais que, tu sais, il joue pas dans la Ligue nationale, mais il vit les mêmes affaires que l'équipe du national, que les joueurs du national. Il suit la réalité d'une équipe de la Ligue nationale au quotidien. Donc, en vieillissant, rendu une Jet 3A, j'étais repêché junior majeur, mais je voyais que l'entonnoir commençait à se refermer, puis que moi, j'étais comme à côté du trou. Fait que j'ai dit, bon, ben, de quelle manière je pourrais moi-même, justement, peut-être atteindre la Ligue nationale d'une autre façon. Puis, ben, c'est ça, la passion de l'écriture, les souvenirs de Lulu m'ont amené à choisir en secondaire 5 le art et technologie des médias pour le cégep. Et parcours qui a ensuite été suivi par ta progéniture. Exactement. Un joueur de football, par contre, mais sensiblement, j'imagine, les mêmes passions. Là. Je ne sais pas si... je ne sais pas si ça confirme que vous avez les mêmes traits. Ça, c'est indéniable. Bon. Puis, tu sais, je suis fier de lui aujourd'hui parce qu'il fait sa place. Mais en plus... il dit souvent que Bernier, c'est quand même un nom commun, donc les gens n'ont pas fait le lien immédiatement que c'était mon fils, puis il s'en est pas vanté, puis avec raison, puis il a bien fait parce que ça lui a permis de faire son chemin par lui-même, puis à un moment donné, il était déjà rentré au Journal de Québec, je pense, quand les gens du journal ont fait le lien que c'était mon fils, donc chapeau à lui pour son cheminement. Ben, tout à fait, c'est exceptionnel qu'il ait fait son chemin dans la même grande famille sans qu'on sache à l'interne qu'il y avait un lien entre les deux. Ouais. Moi, je trouve que c'est digne de mention. Jay était très bon dans les cours. Je suis convaincu qu'il est bon au Journal de Québec. Un autre shout-out. J'espère qu'il est resté parce qu'il manque quelque chose sinon. Ça a l'air qu'il était tranquille au cégep. Il était tranquille? Écoute, il a été tranquille à partir de la deuxième année. Mais en première année, je ne peux pas mettre le mot tranquille. Je peux pas. Je peux essayer, mais il y avait cette nouvelle liberté. Écoute, sans aller trop dans les détails, je dormais pas beaucoup au 10e étage. C'était pas de la faute de Jay, mais c'était pas de sa faute. On va juste dire ça comme ça. Ouais. Je vais lui lever la main, là. Il est content. Voilà. Fait que, excellent, ça. Ben oui. Puis je vois les commentaires aussi comme son père. Et ça a l'air que Joe Byrne aussi, à Jonquière, il a eu du fun. Ouais, mais moi, je l'ai eu pendant 3 ans, par contre. Ben lui aussi, d'après moi, là. C'est juste que, tu sais, on s'est tous calmés un peu, là. Ouais. Bon, il était un petit peu plus sage que moi. Il est pas mal plus responsable, je pense. Puis ça a contribué à son ascension rapide dans le milieu des médias. Puis vous avez un parcours qui se ressemble quand même. Pour revenir à toi, après ATM, comment ça s'est passé pour toi jusqu'au Journal de Montréal? Ben moi, j'ai fait quelques détours. J'ai commencé en radio. J'ai fait de la radio communautaire à Châteauguay puis à Longueuil, de 6 mois à chaque endroit à peu près. Puis après ça, dans le milieu, au début des années 2000, ça commençait à se rétrécir. On commençait à parler que les journaux fermaient ou que les journaux coupaient beaucoup de postes. Puis il y avait encore ceux de la génération précédente qui étaient encore très présents dans le milieu des médias. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, pour être capable de subvenir aux besoins de la famille, j'ai fait un petit détour par le ministère de la Famille et de l'Enfance, où j'étais technicien en information. Donc, c'est une branche un peu connexe, là, mais qui était... en fait, c'est connexe, mais en même temps, c'est complètement autre chose. Ça ressemble un peu à ce que je fais, moi, actuellement. Comme rapport, mais pas trop rapport. Je suis technicien en communication dans une école secondaire. Là, c'est pas du journalisme, mais en même temps, en tout cas, je comprends. Oui. Ben, c'est ça. En même temps, tu restes comme actif un peu dans l'écriture, dans les relations publiques, dans les communautés. Donc, c'est un peu ça qui m'est arrivé pendant 2 ans. Puis après ça, je suis rentré au Journal de Trois-Rivières. Quand je dis Journal de Trois-Rivières, les gens pensent souvent que c'est le Nouvelliste, là, mais c'est pas ça. Ça s'appelait vraiment le Journal de Trois-Rivières. C'était un hebdomadaire. Puis c'était encarté le samedi dans le Journal de Montréal.
Donc, moi, je suis arrivé là à l'ouverture du Journal de Trois-Rivières. Je suis resté là pendant 3 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, puis le dernier 9 mois, dans le fond, j'étais à cheval entre Journal de Montréal puis Journal de Trois-Rivières. Donc, la semaine, je faisais du lundi au vendredi midi à Trois-Rivières. J'avais le chiffre dans le temps, au journal, il y avait un journaliste sur place là, le soir pour faire des traductions de nouvelles ou ramasser dans des téléphones de dernière minute. Fait que moi, je faisais ce chiffre-là de fin de semaine. Fait que du lundi au vendredi midi, j'étais au Journal de Trois-Rivières. Après ça, je prenais mon auto, je m'en allais à Montréal. Je faisais le vendredi soir, samedi, dimanche au Journal de Montréal. Je revenais coucher à Saint-Ursule, où j'habitais, à tous les soirs. Fait que pendant 6 mois, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, je voyais que ça voulait débloquer, tu sais, que les heures continuaient à s'accumuler, même si j'étais juste sur numéraire. Fait que j'ai pris 3 mois sans solde au Journal de Trois-Rivières pendant l'été, pendant le moment où tout le monde au Journal de Montréal partait en vacances. Et au moment où j'allais être, tu sais, j'étais sûr que j'aurais des semaines pleines pendant tout l'été. Fait que là, j'ai mis mon pied comme dans la porte à ce moment-là. Puis quand je suis revenu 3 mois plus tard, j'ai fait un petit peu de Journal de Trois-Rivières, mais là, je voyais que les deux ensemble, à un moment donné, c'était trop. Puis au Journal de Montréal, encore une fois, je voyais que là, tout le monde était revenu. On était rendu au mois d'octobre, novembre. Tout le monde était revenu, il y avait plus de vacances, mais je faisais quand même mes semaines complètes pareil. Fait que ça m'a donné l'indice que là, c'était parti pour de bon. Tu as créé ta place, là. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'ai pris la chance qu'on m'a offert. Puis, j'ai travaillé, j'ai pas compté les heures. J'étais rendu à 24, 25 ans, je pense, à ce moment-là. J'avais Jérémy qui avait 6 ans, une petite fille qui venait de venir au monde. Puis, c'était un sacrifice quand même que j'avais fait, même si j'avais une jeune famille, de faire ce sacrifice-là pour 6 à 9 mois pour après partir puis regarder par en haut. Est-ce qu'il t'est venu un moment, avant d'avoir cette opportunité-là avec le JDM, où tu t'es dit, ouais, là, avec la situation familiale où je suis présentement, peut-être que mon avenir comme journaliste est un peu en péril. Est-ce que ça s'est passé, ça? Moi, je l'ai eu pendant la période où j'étais au ministère de la Famille et de l'Enfance. Ouais. J'étais là 2 ans, puis à un moment donné, j'étais comme, là, je vais passer ma vie ici. Donc, tu sais, là, je regardais les gens, mes collègues de travail qui avaient 45, 50 ans, puis là, ils rentraient à la job le lundi matin, les épaules basses, puis la tête basse. Visiblement, ça leur tentait pas. Tu sais, mais là, moi, en même temps, j'étais comme, OK, je vais-tu être comme ça à 40 ans? Ça me tente pas. En même temps, je n'ai pas d'ouverture en journaliste. Puis j'ai une job steady, tu sais. Fait que, tu sais, je crache-tu là-dessus, je fais-tu un X là-dessus, puis je prends une chance. Et finalement, ma blonde du temps, qui est devenue ma conjointe maintenant, m'a encouragé à foncer, à laisser ça derrière moi. Puis, dans le fond, ce qui est un peu cocasse, c'est que je m'étais réinscrit à l'université à Trois-Rivières pour me remettre un peu dans la circulation. Je trouvais que ça faisait 2 ans que je n'étais plus là, puis que, tu sais, peut-être que j'en avais perdu ou que ça va tellement vite dans ce milieu-là que des fois, 2 ans, c'est assez pour être complètement out. Ouais. Fait que je m'étais inscrit à l'université, puis la journée où je suis rentré au Journal de Trois-Rivières, je devais rentrer comme temps partiel. Puis le matin de la première journée, j'avais mon sac d'école parce que j'allais à l'université dans l'après-midi. Puis là-bas, ça m'a dit, il y a un des employés qu'on a engagé qui finalement a décidé de refuser notre offre. Fait que si tu veux avoir la job à temps plein, est à toi. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que j'ai pris mon sac d'école, je l'ai mis dans ma valise de char, et je suis jamais retourné à l'université. Ça, c'est excellent. Mais ça, c'est hot, par exemple. Ça avait la donnée. Il y a un peu de chance, il y a du travail aussi, mais des fois, c'est ça. Tu sais, quand tu fais les efforts et les démarches pour aider à ton cheminement, des fois, tu as des surprises qui arrivent en cours de route, puis tu es prêt à en profiter au moment où ça arrive. Non, tout à fait, c'est bien dit. Puis, tu es arrivé au journal en 2005, si je ne me trompe pas. En 2003, mais au sport en 2005. Ouais. Non, en 2005. Au journal de Trois-Rivières en 2003, mais au Journal de Montréal en 2005, en décembre. OK.
Je remplaçais à ce moment-là François Foisy pour une semaine. Puis j'aime ça raconter l'anecdote parce que j'ai gardé la feuille qui dit Jonathan Bernier va remplacer François Foisy pour une semaine. Ça me dit quelque chose, cette anecdote-là. Finalement, c'est ça. Finalement, je suis jamais parti. Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans en décembre que je suis là. Puis à toutes les années sur Facebook, j'ai mon souvenir du 26 décembre. C'est la photo avec la lettre d'entente qui dit que je rentre au travail cette semaine-là. Fait qu'à chaque année, j'envoie un petit message à François Foisy puis je dis merci Frank d'avoir pris ta semaine de vacances. Ça m'a permis de rentrer au journal puis je suis là depuis 15 ans. Non, ça, c'est excellent. Là. C'est écœurant. Est-ce que tu faisais des sports au Journal de Trois-Rivières puis à ton arrivée au Journal de Montréal? Faisais-tu que des sports ou à ce moment-là, tu faisais ce qu'on te demandait? Au Journal de Trois-Rivières, on était quatre journalistes. Donc, on n'était pas nécessairement attitrés à une section. On roulait un peu partout. Je faisais beaucoup de sport, mais je faisais d'autres choses aussi, là, de la vie municipale, culturelle, faits divers. On touchait à tout. Puis au Journal de Montréal, je suis rentré au sport. J'étais principalement au sport tout le temps, sauf quand je faisais du pupitre. Ce qui me permettait de combler mes heures, de combler mes semaines. Je faisais du pupitre, oui, au sport, mais j'en faisais aussi aux arts et spectacles, puis à la nouvelle générale. Donc, les semaines où c'était plus tranquille au sport, je finissais mes heures avec ces deux postes-là. Puis comment est arrivée l'opportunité de devenir un journaliste attitré à la couverture du Canadien? Ça a été quelques années plus tard. Là, je vois mon père qui écrit dans le chat, c'était le Nouvelliste. Non, pas le Nouvelliste, t'as manqué le bout tantôt. C'était le Journal de Trois-Rivières, ça s'appelait vraiment comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui, je crois. Non, ça a duré, moi j'étais là 2 ans et demi, 3 ans. Je pense que ça a duré 2 ans de plus, puis ça a fermé ensuite. Excellent. Donc, vas-y par rapport à l'opportunité d'obtenir ton poste de journaliste attitré à la couverture du Canadien. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'imagine que ça a dû te faire quelque chose quand tu as eu cette opportunité-là. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, pour faire une histoire courte, on est parti en lockout au journal en 2009 pendant 2 ans. Puis à ce moment-là, on avait parti un journal qui s'appelait Rue Frontenac, les gens lockoutés du journal. Puis il y avait Pierre Durocher, Marc Defoy, Bertrand Raymond qui étaient les gars du beat du Canadien du journal. Puis eux autres, ils avaient pris un petit peu plus de recul par rapport à ça. Puis il m'avait dit, si tu veux prendre le poste de beat du Canadien pour le rue Frontenac ou nous aider, ben t'es bienvenu. On sait que c'est ça que tu veux faire dans la vie. Fait que embarque avec nous autres. Fait que parfait. Fait que j'avais embarqué avec eux autres. Puis en même temps, je travaillais à RDS dans la salle de nouvelles puis comme producteur. Puis vers la fin du lockout, en 2011, début 2011, là, j'étais pas certain si je voulais rester à RDS ou revenir au journal. J'étais un petit peu irrité par toute la situation pendant les 2 ans de lockout. Puis là, Pierre Durocher m'avait pris à part et il m'avait dit, tu sais, si tu veux faire le beat du Canadien, tu sais, il y a moi, Marc, Bertrand, pendant ce temps-là, lui était parti à RDS. Fait qu'il dit, il y a moi puis Marc, on achève. Il en reste plus long, alors qu'à RDS, c'est Luc Gélina, Renaud Lavoie, qui sont fin trentaine, début trentaine, tout dépendant de quel des deux. Mais eux autres, c'est ça. Marc puis Pierre, ils étaient sur la fin. Donc, il dit, je te conseillerais pas long, on part. Fait que, ouais, parfait. Fait que j'ai pris ça en considération. C'est ce que j'ai fait finalement. On est revenu au mois de mars. Pendant l'été, Marc a décidé qu'il devenait chroniqueur. Donc là, ça m'ouvrait un poste. Ça me faisait monter un échelon sur le beat du Canadien. Mais j'étais comme le helper de Pierre Durocher qui, lui, faisait pas mal tous les voyages sur la route. Puis au mois d'octobre, la fin du mois d'octobre, il m'a dit, écoute, le prochain voyage du Canadien, qui était prévu au début du mois de novembre, c'est mon dernier. Puis là, c'était un voyage de 2 ou 3 rencontres. Il dit, moi, je le fais pas tout. Là, il dit, je vais faire Phoenix, ça va être mon dernier match. Puis après ça, tu prendras le match suivant. Fait que j'ai dit, ben, en fait, il avait consulté le patron avant, évidemment, qui lui était d'accord pour me donner le beat du Canadien. Donc, j'ai commencé au mois de novembre 2000, donc, officiellement, parce que je dis tout le temps que je suis le beat du Canadien depuis 2009-2010 avec le rue Frontenac, mais officiellement avec le Journal de Montréal, c'était en novembre 2011.
premier match sur la route à Nashville. À Nashville. Oh, tabarouette! Ça commençait fort. Ça commençait fort tellement que je me suis demandé, coudonc, c'est toujours de même, parce que Nashville, c'est assez festif comme ville, puis dans le fond, la façon que c'est placé, t'as l'aréna sur un coin de rue. Après ça, t'as la rue Broadway avec tous les restaurants, puis tous les bars country sont là. T'as des bands à chaque porte, finalement, qui sont, tu sais, t'as le drummer assis dos à la fenêtre, fait que tu marches dans la rue, puis là, t'entends les différents bands jouer un après l'autre, puis c'est comme, c'est une ambiance complètement folle. Fait que c'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est toujours comme ça? J'ai eu ma réponse rapidement la semaine suivante, parce que la semaine suivante, mon deuxième match sur la route, c'était à Long Island, qui était Nashville, c'est le top, et Long Island est en bas. Oui, Nassau Coliseum avec l'hôtel, juste à côté, avec le parking dans le milieu. Ouais. Fait que, on est parti d'une ville où il y avait beaucoup de choses à faire à une ville où il n'y avait rien à faire. Hey, Long Island, l'aréna en plein milieu d'un champ. J'en ai pas fait beaucoup, là, mais celui-là, je m'en souviens, en tout cas. Et assez... Ah ouais, puis quand ils ont décidé de déménager temporairement il y a une couple d'années, on était contents parce qu'on se disait qu'on ne retournerait plus jamais. Là. C'est ça. Et finalement, quand ils sont partis à Brooklyn, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'à Brooklyn, ça ne marchait pas. Fait qu'ils sont venus à temps partiel le temps de construire le nouvel aréna. Fait qu'on pensait plus jamais y retourner, puis finalement, on y est retourné pareil. Puis, mais ça avait été rénové. Est-ce que c'était un peu mieux? Excuse, ça a coupé? J'ai dit ça a été rénové, je crois, par exemple, entre les deux. Oh oui, ça a été rénové, mais il reste qu'il y a toujours... Il est toujours en même place que l'hôtel à côté. Oui, quand même. C'est comme si on rénovait le stade olympique, là, ça n'en ferait pas un neuf, là. Genre, je comprends, là. Je comprends le principe. C'est ça. L'emplacement reste le même. Ça, c'est sûr et certain. Parle-moi du lifestyle de cette job-là, parce que là, les gens t'entendent parler des voyages, des différents arénas, mais on s'imagine peut-être pas à quel point le Canadien a une couverture serrée par de nombreux médias et des journalistes qui scrutent vraiment en tout temps, là, que ce soit à la maison, les entraînements. Je voyais Luc Gilna qui écrivait dans le chat tantôt, j'écoute ça pendant que je regarde les gars tourner en rond à Brossard. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui est en train de regarder ce que l'équipe fait. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Parle-moi, parce que là, on s'en est parlé un peu avant l'entrevue. Le COVID, c'est une chose, mais j'aime mieux qu'on parle de la job normale. Parce que là, ça n'arrive pas à la cheville de ce que vous faites habituellement. L'expérience COVID en différé avec les points de presse et tout, c'est vraiment pas pareil. Fait qu'en temps normal, mettons une semaine où le Canadien joue sur la route, puis tu y vas, là. Parce que je sais que vous splittez les voyages entre toi et Jean-François Chaumont. Comment ça se passe? En fait, ça se passe qu'on arrive... je te donne un exemple. Le Canadien joue dans une ville le jeudi. Bon, moi, j'arrive le mardi pour être capable d'être là le mercredi pour faire l'équipe locale. Mm-hmm. Dans le fond, je te donne un exemple ici. Mettons que le Canadien joue à Chicago le jeudi. Moi, j'arrive le mardi pour être capable de faire l'entraînement des Blancs. Québécois, on parle aux Québécois, s'il y a des histoires particulières, on fait des histoires particulières. Puis des fois aussi, le Canadien arrive la veille. Fait qu'on, étant donné qu'on ne voyage pas avec l'équipe, il faut s'assurer d'être là quand l'équipe va arriver. Donc, le mercredi, la journée d'avant, on est là, on fait des textes, soit sur l'équipe locale ou sur le Canadien s'il est là. Ça nous prend quand même une bonne partie de la journée. C'est des journées quand même complètes là, qui partent. Là, l'entraînement du matin, c'est à 10 heures. Puis, si tu as 2 entraînements dans le jour, tu peux finir tes textes rendus à 7 heures le soir. Vous en écrivez pas mal en plus. Là. Il y a 1, puis 2, puis 3 angles, puis plusieurs dossiers. Là. C'est ça. Fun à faire à travers ça. Là. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup d'heures. On les compte pas parce qu'on a du fun à faire ça. Ça nous amène au soir, comme je te dis, la veille. Puis le lendemain matin, ben là, c'est recommencé. Fait que morning skate du Canadien, morning skate de l'équipe locale. On fait une petite sieste. Après ça, tu as le match le soir. Puis après le match, tu as le deadline. Les matchs à 7 heures, c'est moins pire parce que souvent, ça finit s'il n'y a pas de prolongation, puis si ça va bien, à 9h45.
Mon deadline était à 11h10, 11h15. Donc là, on s'en va dans le vestiaire. On rencontre les joueurs, ça doit prendre une quinzaine de minutes. Après ça, point de presse du coach, 5-10 minutes encore là. Fait que là, on remonte en haut, écrire nos textes sur la passerelle. Là, c'est 2 textes à écrire en 45 minutes à peu près. Là, c'est sûr qu'on l'a commencé un peu avant parce que tu vois un peu l'angle que tu vas prendre selon l'allure du match. Là, mais il en reste pas moins que c'est go, 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 puis t'as le fusil, ça attend quand il faut que tu rentres ton texte avant le deadline. Fait que c'est beaucoup d'ouvrage. C'est un stress, mais c'est un stress condensé en 1 heure, mettons. La dernière heure du soir après le match, là, le stress est condensé là. Et c'est pas un stress dangereux comme un ambulancier ou un policier ou un pompier, mais c'est un stress de il faut que je me dépêche, il faut que ça rentre. Là. Puis t'as pas le temps d'avoir le syndrome de la page blanche puis chercher tes mots. Puis comment on se diversifie là-dedans? Parce que c'est un travail c'est sûr que les joueurs changent, c'est sûr que l'action change, mais qui reste relativement méthodique. Je dirais même peut-être un peu redondant après plusieurs années. À toi de me le dire. Comment tu trouves un moyen de différencier ton travail? Ben, c'est sûr, comme tu dis, ça revient toujours un peu au même. Des fois, on dit qu'on fait de la saucisse, puis c'est pour ça que vers la fin de la saison, des fois, on commence à avoir hâte aux séries, parce que les séries, c'est une bête complètement différente. C'est au jour le jour. L'histoire s'écrit d'elle-même à tous les jours, puis t'as un build-up, dans le fond, tout le temps. Là, mais la saison, je te dirais, là, je regarde tout le calendrier, là, même si c'est un calendrier de 56 matchs, mais mettons un calendrier de 82 matchs rendu au match 55, là. Entre 55 puis même avant ça, entre 50 puis 65, là, c'est la portion longue, là, parce que là, le début de la saison, il est passé, le match des étoiles est passé, la fin de la saison, c'est de la course vers la place aux séries, là, est encore loin un peu. Fait que là, tu tombes dans un creux de vague, puis là, des fois, se réinventer, c'est compliqué. Il faut que tu trouves tes histoires, puis tu grattes un peu des fonds de tiroir. C'est ça. Fait que des fois, pour essayer de se réinventer, on change un peu la façon, peut-être d'une année à l'autre, on change la présentation dans le journal, on change notre manière d'aborder les matchs. Tu sais, au départ, il y a une couple d'années, c'était vraiment description de match. Là, maintenant, on s'est dit, ouais, mais là, nous autres, on est journal papier ou site Internet. Tu sais, les gens, ils l'ont vu la game à la télévision. Là, demain matin, quand ils vont lire le journal, ils veulent pas le savoir que Kanyemi a scoré à 9 minutes 42 de la deuxième période, et ils vont l'avoir une nouvelle. Fait que là, on a tombé un petit peu plus peut-être dans l'analyse, dans les stats un petit peu plus particulières là, pour essayer de donner quelque chose que le lecteur ne retrouverait pas ailleurs. Ben oui, qui est purement spécifique au journal. Je vois. Si tu avais des anecdotes, en fait, mettons une anecdote relative aux Canadiens puis une anecdote aux séries éliminatoires, parce que je sais que quand le Canadien est éliminé, le journal poursuit quand même la couverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale. Ta meilleure anecdote relative aux Canadiens. Pas besoin d'être ton moment préféré, croustillant, peu importe. Là. En fait, c'est pas nécessairement une anecdote plus qu'une rencontre. C'est même un scoop. Mettons, là, mon histoire avec André Markov, quand il a manqué quelques semaines pour aller voir la mère de ses jumeaux qui souffrait d'un cancer puis qui en était à ses derniers jours, qui était littéralement aux soins palliatifs en Russie. Moi, j'avais appris la nouvelle, il y a quelqu'un qui m'avait soufflé ça à l'oreille à un moment donné, puis j'en avais parlé au PR du Canadien qui était Dominique Saillant, puis j'avais dit écoute, tu peux organiser une rencontre avec André Markov parce que je connais son histoire, je sais pourquoi cet automne il était blessé, mais il a manqué aussi des matchs en raison d'un voyage en Russie là, pour des raisons familiales. Si je connais l'histoire, je vais la sortir, mais j'aimerais mieux en parler avec André avant pour avoir son point de vue ou sa version des faits. Ça serait pas mal meilleur que si je sors juste l'histoire que j'ai entendue. Fait que là, il était un petit peu réticent parce que, bon, ça tombait dans le personnel, puis André Markov était un petit peu réservé là-dessus sur sa vie privée. Fait que j'ai dit, gars,
dis à André que là, il y a un voyage sur la route prochainement. On peut attendre d'être là. Je le rencontrerai là. Comme ça, j'écrirai mon texte une fois rendu là. De cette façon-là, quand ça va sortir dans le journal le lendemain, mais il n'y aura pas 50 journalistes autour parce qu'on ne sera pas à Montréal. Nice. On va être à l'extérieur. Fait que, il dit, bonne idée, il dit, j'en parle. Puis comme de fait, ça a fonctionné. La semaine suivante, c'était un voyage, une coupe de match dans l'Ouest américain, en passant par Phoenix. Glendale, en fait, en tout cas en Arizona. Puis c'est là que j'avais rencontré André caché en arrière du Starbucks dans le lobby de l'hôtel pour être sûr que personne ne nous verrait. Puis il m'avait raconté son histoire. Puis à partir de ce moment-là, il y a comme eu un espèce de lien qui s'est tissé, qui a fait en sorte que c'est-tu l'année suivante ou l'autre d'après. En tout cas, je suis allé le rencontrer à Kazan quand il jouait dans la KHL pour qu'il me raconte son retour en Russie, puis un petit peu la crotte qu'il avait sur le cœur par rapport à sa fin d'association avec le Canadien. Fait que ça serait avec le Canadien, c'est ma meilleure anecdote, mon moment le plus marquant. Mais écoute, créer un lien avec un joueur comme ça, c'est exceptionnel. Là. Ça a dû être une expérience incroyable. C'était pas facile en plus. J'ai comme découvert. C'est ça, j'ai découvert que c'était. Tu sais, des fois, on savait pas trop comment le prendre dans le vestiaire, mais j'ai découvert quelqu'un qui était un pince sans rire, qui faisait des blagues. Des fois, il réfléchissait avant de répondre. C'est cette période de réflexion-là, des fois qu'on méprenait avec peut-être un air bête ou un côté de lui qui était plus froid. Fait que ça a été une belle rencontre, puis c'était un beau moment. Très hot. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Belle, bien choisi, Joe, bien choisi. Puis par rapport aux séries de la LNH, ça, je me souviens d'avoir vu des photos. Je sais que tu as été proche de la Coupe à quelques reprises. Puis avant que tu nous dises peut-être ton moment préféré, parle-moi de la compétition avec JF Chaumont, de qui va avoir la coupe à chaque année. Comment ça marche ça? Moi, je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment charmant comme petite compétition à l'interne. Oui, c'est ça. Ben, c'est une compétition dans le fond, qui est reliée au hasard parce que de la façon qu'on fonctionne, on est arrivé pas mal en même temps sur le beat du journal, sur le beat du Canadien avec le journal en 2011. Lui, je pense qu'il est arrivé peut-être à la fin du mois de novembre ou début décembre. Donc, notre première finale ensemble, ça a été en 2012. Et puis, donc, on sépare la finale en deux à chaque année. Une année, je fais l'Est, lui, il fait l'Ouest. Puis l'année suivante, on inverse. Fait que l'année suivante, lui, il fait des matchs dans l'Est, moi, je fais des matchs dans l'Ouest. Puis ça a donné, là, ça a été notre 9e finale l'été dernier dans la bulle. Puis là, il faudrait que je refasse le décompte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est ça, on est là. Dans le fond, on est sur la glace avec la Coupe Stanley. Il y a juste un de nous deux qui est là. L'autre, lui, évidemment, il est à la maison, puis il regarde ça à la télévision. Le triste, c'est toujours d'être sur la glace avec la Coupe Stanley. Puis la chance a fait en sorte que, si je ne me trompe pas, c'est 6 fois sur 9 ou 7. Je pense que c'est 6 fois sur 9 que moi, j'étais sur la glace avec la Coupe Stanley, officiellement. Puis il y a une fois qu'on était là les deux parce que c'était l'année où Piqué souvent était en finale avec les Prédateurs. Puis étant donné que c'était Piqué qui était là, ben oui. Ouais, les deux, on était là. Fait que j'ai gagné 6 finales sur 9. Puis il y en a une où on était les deux là. Puis la joke, dans le fond, c'est que c'est arrivé une couple de fois où lui était sur place pour le match qui aurait pu être le match décisif. Il y a une équipe qui fait face à l'élimination. Lui est sur place. Il bang l'équipe qui fait face à l'élimination, gagne le match. La série se transporte dans l'autre ville. Moi, j'arrive dans l'autre ville. Et c'est finalement ce match-là qui devient le match des champions. Nice. Hey, donc, c'est arrivé, je pense que c'est arrivé 3 fois. Ouais, c'est arrivé 3 fois que c'était lui qui aurait dû l'avoir, puis là, whoop, ça a viré de bord. Puis maintenant, le running gag, c'est quand une équipe qui fait face à l'élimination, il me dit tout le temps, ouais, tu sais bien, Joe, que ça finira pas à soir, je suis pas capable de clincher mes séries. Ben écoute, avant de parier pour la finale de la Coupe Stanley, on va vous texter, savoir qui est où. Ça va nous donner un bon indicatif des odds. Très intéressant. Ben écoute, je vais te remercier. On n'a pas eu le temps de parler de ta carrière d'auteur, toi qui as écrit 3 livres.
On aura l'occasion. Ouais, On aura l'occasion d'y revenir certainement. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît depuis que dans ma tête, l'idée de peut-être devenir journaliste existe. J'ai pu entendre un peu de ces anecdotes-là. Je te remercie d'encore être présent alors que je me développe encore dans l'univers des médias. C'est très apprécié. C'était un plaisir. Puis écoute, je me souviens du jeune garçon que tu étais. Tu avais l'air déjà très, très impliqué, très motivé pour faire cette carrière-là. Puis là, on voit que tu suis ta voie, ta trace, fait que lâche pas. Puis tu es très professionnel. J'adore ce que tu fais. Continue ton bon travail. Très gentil. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Joe. Donc, c'était Jonathan Bernier, journaliste sur le beat du Canadien au Journal de Montréal. Merci, au plaisir de se reparler bientôt. Salut. Donc, merci beaucoup à Jonathan qui a été très généreux avec nous ce soir. Super intéressant d'entendre les anecdotes d'un journaliste sur le beat du Canadien. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à un journaliste qui est sur le beat du Canadien. Mais, en ce lundi, on a l'occasion de parler à un autre journaliste sur le beat, mais lui, à la presse, cette fois, on va le rejoindre dans quelques instants. Merci à nouveau à Jonathan Bernier pour son temps. Au plaisir de lui reparler. On est de retour dans 2 minutes avec Guillaume Lefrançois de La Presse.